Salam alaikum, chers étudiants des filières SVI et STU. Bienvenue au module physique 2, première partie électricité. Durant cette première partie, on va voir ensemble l'électrostatique et l'électrocinétique. Après, vous aurez une deuxième partie avec le professeur de mécanique. Donc, grosso modo, les éléments du chapitre électrostatique sont, on va parler de la notion de charge électrique. Ensuite, on va énoncer la loi de Coulomb. Après, on va présenter le champ électrostatique et le potentiel électrostatique, ainsi que la relation entre les deux. Et enfin, on verra une partie sur les condensateurs. Donc, ala barakatillah. Nous commençons avec une première expérience, soit un pendule électrostatique électrisé par contact, c'est-à-dire par frottement, et soit une baguette en verre chargée par frottement aussi. On fait approcher la baguette en verre du pendule et on s'aperçoit que le pendule est attiré vers la baguette de verre. Nous changeons la baguette et on remarque que la bille fuit cette fois la baguette. Le pendule est donc soit attiré, soit repoussé. On peut déduire qu'il y a deux types de forces électrostatiques. La première force est une force d'attraction et dans la seconde, on a une force de répulsion. Passons maintenant à une deuxième expérience où l'on utilisera ce qu'on appelle un électroscope. Donc, c'est quoi un électroscope? Un électroscope est un dispositif expérimental constitué d'une tige métallique à laquelle on a fixé deux feuilles très fines en or ou bien en aluminium. Donc, l'ensemble est placé dans une enceinte fermée, transparente et isolante en verre. Lorsqu'on approche la baguette électrisée sans le toucher, les deux feuilles d'aluminium en bas s'écartent de la verticale. Il y a donc électrisation de la tige et de la feuille d'aluminium à distance, seulement par influence. Nous voyageons maintenant au cœur de la matière. Ici, on considère un exemple d'atome d'aluminium. C'est un modèle de l'atome d'aluminium. Au centre, il y a le noyau qui se compose de protons en rouge et de neutrons en vert. Les protons portent une charge électrique positive. Quant aux neutrons, ils ne portent pas de charge neutrons. Ils sont neutres électriquement. Autour du noyau gravitent les électrons. Les électrons sont chargés négativement. Définition. Une charge est dite ponctuelle quand on peut concentrer la totalité de la charge en un point de l'espace. On la note Q. La charge est quantifiée, donc c'est-à-dire que toute charge est multiple de la charge élémentaire. On note Q est égal Z fois E. Z est un entier relatif, c'est-à-dire que toujours on retrouve des multiples de la charge élémentaire E. On ne peut pas retrouver des fractions de la charge élémentaire E. Donc E est indivisible. La matière, elle est neutre électriquement. Il y a tant de charges électriques positives que des charges négatives. Les charges sont réparties dans l'espace selon des distributions de charges. Donc ici, on peut distinguer deux types de distributions, les distributions discrètes et les distributions continues. Pour les distributions discrètes, on retrouve des charges soit sous forme d'une seule charge ponctuelle ou bien plusieurs charges ponctuelles éparpillées dans l'espace. Donc, à ce niveau, la quantité de charge est égale à la somme des charges QI. Pour la distribution continue,
on peut distinguer trois types de distribution continue selon les dimensions des problèmes. Pour une distribution linéique, on est maintenant en une seule dimension. On définit un paramètre très important qui est la densité linéique de charge, lambda. Il est exprimé en coulombs par mètre, c'est-à-dire il caractérise la répartition de charge le long d'un fil chargé. Combien de charges on a par élément de longueur? Donc, pour un élément de longueur infinitésimale, très très petit, dl, situé au point M, la quantité de charge s'écrit dq est égal à lambda dl. dq est égal à lambda dl. On peut voir les choses autrement, on peut dire que lambda est égal à dq sur dl. Déjà, d'après son nom, lambda c'est quoi? C'est la densité linéique de charge. C'est une densité. Il y a combien de charges par élément de longueur? La deuxième distribution, c'est pour les structures bidimensionnelles en 2D. Elle est caractérisée par le paramètre sigma, qui est la densité surfacique de charge. Sigma est exprimé en coulombs par mètre carré. Donc, elle décrit une répartition en surface d'une quantité de charge en un point M contenu dans un élément infinitésimal ds. ds, c'est l'élément de surface ou bien l'élément d'air de surface. En coordonnées cartésiennes, c'est dx fois dy, une toute petite surface. Donc, la quantité de charge dans ce ds est dq est égal à sigma ds. Ou encore, sigma est égal à dq sur ds. En trois dimensions, la distribution volumique, ρ, et la densité volumique, ρ est la densité volumique de charge, elle est exprimée en coulombs par mètre cube. On est en 3D, soit un élément de volume dv, très très petit, dv. Donc dv c'est quoi en coordonnées cartésiennes? C'est dx fois dy fois dz. C'est le plus petit volume en coordonnées cartésiennes. Donc il décrit la répartition en volume d'une quantité de charge en un point M contenu dans un volume infinitésimal. dq est égal à ρ dv. Autrement dit, ρ, la densité volumique de charge, est égale à dq sur dv. Voilà, j'énonce maintenant un premier exercice d'application. On suppose que la Terre, considérée comme sphérique, de rayon R est égale à 6400 km. Elle porte une charge négative, Q, est égale à moins 106 coulombs. On considère que les charges sont réparties uniformément sur la surface de la Terre avec une densité de charge surfacique, sigma Terre. Donc, calculez sigma T. Je vous invite de faire pause à la vidéo et de répondre à cet exercice. On passe maintenant à la solution de ce premier exercice d'application. Donc, on rappelle la charge, elle est donnée par la formule Q ou bien D de Q est égal à sigma ds. Ça, c'est l'élément de charge, mais nous, on cherche sigma. Donc, Q, la charge répartie sur la totalité de la Terre, c'est le double intégral sur la surface de la Terre de tous les éléments de charge D de Q. On va remplacer D de Q par sigma T ds. Maintenant, dans l'énoncé, on nous a dit que les charges sont réparties uniformément, c'est-à-dire que
la densité de charge surfacique est constante. Puisqu'elle est constante, on peut la faire sortir de l'intégrale. Par la suite, Q est égal à sigma double intégrale sur toute la sphère, sur toute la Terre, ds. On sait aussi que la surface d'une sphère est égale à 4pi r carré. Voilà, on va faire le calcul. Donc, Q est égal à 4pi r carré sigma t. D'où on va tirer le sigma t, la densité surfacique de la Terre, de charge de toute la Terre est égal à Q sur 4pi r carré. Après application numérique, nous obtenons que sigma t est égal à 0,2 10 puissance moins 12 coulombs par mètre carré. Soit deux charges ponctuelles, Q1 et Q2, placées dans le vide, à une distance r l'une de l'autre. Pour l'exemple, on choisit arbitrairement de prendre Q1 et Q2 positives, mais le raisonnement est identique, quels que soient les signes des deux charges. Donc la charge Q1 exerce sur la charge Q2 une force électrostatique, notée F Q1 sur Q2, dirigée suivant le vecteur unitaire U, c'est un vecteur unitaire porté par la ligne d'action de la force électrostatique, dirigée de Q1 vers Q2. Au même instant, la charge Q2 exerce elle aussi sur la charge Q1 une force électrostatique, notée F Q2 sur Q1, dirigée en sens inverse de la première force F Q1 sur Q2. Donc les deux forces sont égales et opposées conformément à la troisième loi de Newton, principe des actions réciproques. On montre que la force exercée entre les deux charges est proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de leur distance. La valeur approchée de la constante de proportionnalité, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 10 puissance 9 mètres par farad. Donc, j'énonce la loi de Coulomb. Entre deux charges en repos, il s'exerce une force directement proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle au carré de leur distance. La force est dirigée suivant la ligne qui joint les deux charges. On note F Q1 sur Q2, la force exercée par la charge Q1 sur la charge Q2 est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1 fois Q2 sur R carré, la distance qui les sépare au carré. Puisque c'est un vecteur, donc il est multiplié, cette quantité est multipliée par le vecteur unitaire de 1 vers 2. Ceci est égal à moins F, la force qu'exerce la particule de charge Q2 sur Q1. Donc, ce qu'on vient de dire, il est valable pour deux charges ponctuelles placées dans le vide. Mais si on est dans un milieu matériel, il y a une petite modification concernant la permittivité électrique epsilon 0. Par exemple, si on est dans l'air, donc on considère que la permittivité de l'air est approximativement égale à celle du vide. Elle est toujours epsilon 0. Pour l'eau, c'est 79 epsilon 0. Le verre, 9 epsilon 0. Et le silicium, 12 epsilon 0. Pour assimiler cette notion de force électrostatique, je vous invite, chers étudiants, à résoudre l'exercice suivant. Quelle est la force s'exerçant entre un proton et un électron situés à une distance de 0,1 angstrom? Donc, veuillez faire pause à la vidéo
et on se retrouve après. Voilà justement, le proton et l'électron portent tous les deux une charge élémentaire. Le proton porte une charge élémentaire de plus E et l'électron porte une charge élémentaire de moins E. Donc la force est attractive puisque les deux charges ont deux signes opposés, donc ils s'attirent. F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q proton fois Q électron sur la distance entre les deux au carré, que multiplie le vecteur unitaire U. Donc en module, le module de la force vaut F est égal, bon après calcul numérique, c'est 23 10 puissance moins 7 newton. En ce qui concerne l'angstrom, un angstrom c'est 10 puissance moins 10 mètres. Soit maintenant un système constitué de n charges. Donc, on cherche à exprimer la force qu'exerce cet ensemble de charges sur la charge de test grand Q, placée en M. Donc, on admet que l'interaction électrique obéit au principe de superposition. C'est quoi le principe de superposition? C'est que les interactions de charge sur la charge de test se superposent. C'est-à-dire que la résultante, ou bien la force résultante, est la somme vectorielle des forces qu'exerce chacune de ces charges, QI, sur la charge test grand Q. Et par la suite, grand F est égal à la sommation de la force qu'exerce Q1 sur la charge Q, plus la force qu'exerce la charge Q2 sur la charge Q, ainsi de suite, jusqu'à la nème charge. D'accord? Donc, ceci est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'à grand N, de Q, grand Q, la charge test, fois les QI sur 4pi epsilon 0, UI c'est le vecteur unitaire partant de chaque charge vers la charge de test, divisé par le rayon qui sépare chaque charge sur la charge test au carré. La seule présence d'une charge ponctuelle Q au point A permet de définir deux propriétés en un point B de l'espace environnant. Je parle ici d'une propriété vectorielle qui est le champ électrostatique. On le note E de B. Donc E de B est égal à la force qu'exerçait Q1 sur Q2 divisé par Q2. Donc il est égal à Q1 fois 4pi epsilon 0 sur R carré fois U. Donc c'est un champ inversement proportionnel au carré de la distance et il est porté par la droite passant par Q et le point B. Donc entre A et B. L'unité du champ électrostatique est soit le newton par coulomb ou bien le volt par mètre. La deuxième propriété aussi engendrée dans l'espace est le potentiel électrostatique, V en B. Donc, le potentiel électrostatique, c'est une grandeur scalaire. Il est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 R plus une constante. Donc, il est défini à une constante près. L'unité du potentiel est le volt. Ici, on va parler du principe de superposition, mais cette fois-ci, il est appliqué non seulement à la force, mais au champ électrostatique et aussi au potentiel électrostatique. Donc, le champ électrique créé en un point M de l'espace par une distribution de charges découle de l'addition vectorielle des champs. E total en ce point M est égal à la somme de tous les champs engendrés par chacune des charges. Aussi bien pour le potentiel, donc là, le potentiel au point M est égal à la somme des potentiels engendrés par chaque charge en ce point. Relation entre champ et potentiel.
Donc, dV est égal à moins E dL. Cette relation est fondamentale car elle relie le potentiel électrostatique au champ électrostatique, c'est-à-dire elle permet de déterminer le champ électrostatique connaissant l'expression du potentiel ou le potentiel électrostatique en connaissant l'expression du champ électrostatique. On peut aussi l'écrire E est égal à moins grade V. Donc, le grade, c'est l'opérateur gradient. Donc, l'opérateur gradient, qu'est-ce qu'il fait? Il agit sur une fonction scalaire pour, pour donner une fonction vectorielle et retourne une fonction vectorielle. Donc, en coordonnées cartésiennes, le gradient de V, c'est la dérivée, c'est dv sur dx fois i, plus dv sur dy fois j, plus dv sur dz fois k.